Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du recrutement à Moscou dans un marché avec 1% de chômage. Bonjour Alexandre. Et récemment, tu as écrit un post en russe sur le réseau social LinkedIn qui disait en substance que l'acquisition des personnels était de plus en plus difficile en Russie pour les entreprises. Oui, tout à fait. En fait, c'est parti d'une discussion sur LinkedIn entre recruteurs et HR russes. Et en fait, nous sommes arrivés à un constat un peu identique tous, c'est qu'il y avait de plus en plus de difficultés à recruter, à trouver des gens, que c'était de plus en plus difficile sur le marché, notamment à Moscou, et que donc les processus de recrutement étaient devenus beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs et beaucoup moins fluides qu'avant. Mais c'est quand même un peu bizarre. La Russie, elle est en semi-crise depuis 2014 et on connaît tous des gens autour qui cherchent un travail. Oui, alors ça c'est vrai. Depuis 2014, en fait, il y a eu un ralentissement d'économie. Le PIB a été négatif, et puis la Russie est repartie sur des rythmes de croissance qui sont beaucoup plus faibles, 1%, 1,5%. Donc effectivement, le pouvoir d'achat des gens a diminué. On parle, les chiffres officiels, c'est une baisse de pouvoir d'achat de 8 à 10% sur 5 ans pour la population. Donc ça, c'est des baisses constatées dans le retail d'achat. Mais dans le même temps, faut bien comprendre plusieurs choses. La première, c'est que ces chiffres ne tiennent pas compte de l'économie au black, l'économie grise, l'économie pas officielle, qui représenterait 30% du PIB selon les estimations russes. Donc il y a quand même énormément de gens qui officiellement ne travaillent pas, sont ou pas enregistrés au chômage, mais qui finalement ont des activités de débrouille, des activités à droite à gauche, avec lesquelles gagnent de l'argent quand même. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré tout, crise ou pas, le taux de chômage reste faible. Il est à 4,5% cette année, en fin d'année. Partout en Russie. Ouais, sur la moyenne russe, exactement. Il est à 1% officiellement à Moscou, ce qui est extraordinairement faible. Et donc, en fait, il y a des crises plus fortes sur les régions, etc. Mais il n'y a pas de cas d'usine au fond de la Sibérie ou la Russie où il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent chercher un emploi. C'est pas comme ça. Donc, en fait, il y a des difficultés de trouver des gens. Alors, trouver des gens compétents et des gens capables, c'est le vrai problème. L'idée, c'est qu'il faut bien comprendre quelle est la structure aujourd'hui du marché de l'emploi en Russie. Quelle est la structure de la population active. Aujourd'hui, il y a 75 millions d'actifs en Russie. Donc, le Boston Consulting Group a récemment publié ce graphique qui montre qu'en fait, si on lit dans le sens aigu d'une montre, il est en russe. Mais voilà, on a 8% de la population qui travaille dans l'éducation, 9% dans la santé, et on a 30% de la population, donc les chiffres 7, 11 et 12, qui sont dans le secteur public ou péripublic. Un gros bloc de 22% de la population active qui travaille dans ce qu'on appelle les très vieilles entreprises russes. Donc c'est des modes opératoires anciens, peu modernes, c'est une population qui travaille à l'ancienne. Et puis vous avez en haut, le bloc 2, 6, 23, donc c'est 30% des actifs qui travaillent dans le secteur privé, dans les entreprises étrangères ou dans les entreprises dites modernes. Donc, c'est vraiment dans ce pool de 30% que se situe principalement le réservoir en fait de main-d'œuvre pour les entreprises étrangères qui arrivent en Russie, puisque encore une fois, je répète ces chiffres que j'avais déjà donnés, c'est que on a 20% de la population qui parle une langue étrangère. 30% de la population qui est vraiment dans le secteur privé / moderne et dans le secteur PME, TPE et on a ce réservoir de population, il est concentré sur deux grandes villes que sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc le chômage est déjà faible en moyenne. Dans ce pool-là, il est encore plus faible parce que c'est vraiment le pool le plus sollicité. Et pour une entreprise étrangère, c'est le pool dans lequel elle va venir chercher absolument impérativement son capital humain. Donc la concurrence est rude en fait pour capter, attirer et fidéliser ce pool de candidats disponibles. On parlait de la disponibilité de main-d'œuvre et du nombre d'emplois à titre d'information. Ce matin, ce jour où nous faisons cette vidéo, il y a 585 000 emplois disponibles rien que sur le principal site d'offre d'emploi de Russie qui est HH. Donc il y a quand même énormément d'emplois disponibles et beaucoup d'emplois à pourvoir et les entreprises peinent à pourvoir ces emplois. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te plaît comment se traduit l'acquisition de personnel dans un marché de chômage zéro
comme celui-ci à Moscou? Oui, alors ce qu'on constate, puisque l'agence de recrutement, nous sommes en front de ces processus, soit parce que nous avons les informations des entreprises sur le marché, soit parce que nous travaillons pour des entreprises pour les aider à recruter parce qu'elles peinent à y arriver seules. Ce qu'on constate, c'est que 2019 a été une forme de tournant dans l'acquisition de personnel, sur Moscou principalement. Il s'avère que c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus long. On discute avec des grosses entreprises qui sont clients ou pas d'Atsal, mais qui nous disent que aujourd'hui elles mettent 6 mois, 9 mois, 12 mois à recruter du personnel recherché, compétent. Donc ça, c'est vraiment des grands changements, c'est que les processus de recrutement sont devenus beaucoup plus longs qu'avant, et je vais expliquer tout à l'heure les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Et nous, en fait, en tant qu'agence de recrutement, ça, on le voit venir, on le sent venir. On a alerté beaucoup d'entreprises parce que nous sommes en front de tout ça. Donc, on constate que c'est de plus en plus difficile, en fait, de convaincre des candidats de changer de travail et d'aller changer d'employeur. Un autre facteur clé, un autre facteur qui est vraiment très important à prendre en compte, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 15 dernières années, la population de la Russie a augmenté, puisqu'elle est passée de 142 millions d'habitants en 2005 à presque 148 millions aujourd'hui, 147,8 millions. Donc, la population a augmenté et on a une masse d'actifs de 75 millions. Mais du fait de l'absence de naissance de la période 1991-2005, en fait, aujourd'hui, on rentre dans le moment où tous ces gens qui ne sont pas nés, il y a beaucoup moins de naissances, ils arrivent sur le marché du travail. Donc, ils sont moins nombreux. Donc, en fait, comme on peut le voir sur le graphique ci-compte, c'est qu'en fait, on va assister à une baisse colossale du nombre d'actifs disponibles sur le marché russe, qui va passer de 35 millions en 2012 et il va baisser de près de 30% jusqu'à 2025 pour atteindre 25 millions. Donc là, sans immigration, on va dire, sans apport externe de main-d'œuvre d'autres pays, ben, le nombre de gens disponibles pour travailler sur le marché va diminuer. Donc on a un contexte économique compliqué, on a une baisse du nombre de gens disponibles, et on a un pool de gens compétents, capables et aptes à travailler qui lui reste très faible. Donc aujourd'hui sur le marché russe, plus de la moitié des gens qui travaillent ne travaillent pas dans des métiers qui sont conformes à leur formation, à leur éducation. Donc on a vraiment ces gaps là très importants, et je pense qu'on ne comptera pas beaucoup sur l'immigration, puisqu'il n'y a pas de zone en fait périphérique à la Russie dans lequel la Russie va pouvoir puiser beaucoup de cadres, de jeunes spécialistes russophones. L'Asie centrale a peu de cadres. La Biélorussie et l'Ukraine, qui sont les deux réservoirs potentiels, sont des petits pays. Les gens bons, les gens capables de ces zones sont déjà partis en Russie, sont déjà à Moscou, ou ils sont déjà partis en Europe. Et par conséquent, on se retrouve sans réservoir. Donc, ça va être, c'est quelque chose qui va créer une tension très très forte sur le marché du travail, et qui va sans doute amener énormément de nouvelles problématiques. Puis il faut parler aussi du fait que les candidats russes sont particuliers, sont différents des autres candidats, et donc le marché du travail russe, le marché du travail moscovite, est aussi soumis aux particularités, aux complexités culturelles et comportementales des candidats. Alexandre, tu mentionnes les particularités culturelles locales. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, en dire plus? Oui, en fait, on est sur un marché du travail qui, donc, après s'être un petit peu contracté, l'économie s'est contractée, donc, logiquement, le nombre d'entreprises disponibles sur le marché est en train de diminuer. Il y a plutôt des gros qui absorbent les moins gros. Donc, de ce fait, il y a beaucoup de top managers qui ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de top managers et de cadres supérieurs un peu âgés qui sont disponibles. Donc la bataille, c'est plutôt pour les jeunes, parce que l'économie c'est low costé, et la grande tendance était de prendre des jeunes parce que c'est moins cher, etc. Et les millénials russes n'échappent pas à la règle. Ils sont pas différents de des millénials occidentaux. Ils sont même pires. Donc effectivement, ils ont tout d'abord à Moscou. Les millénials, cette nouvelle génération a
énormément d'attentes envers l'employeur. Alors, c'est le salaire, mais pas seulement, puisqu'ils ne travaillent pas pour l'argent, ou plutôt pas que pour l'argent. Ils ont d'énormes attentes sur le point de vue du fait d'avoir des managers, des inspiring managers, donc des managers qui soient inspirants, challengeants, motivants. Ils ont de grosses attentes à travailler en équipe, donc la notion de communauté au travail est très importante, donc ça pénalise les petites entreprises. Ils ont des énormes attentes sur le fait de pouvoir être libre, d'avoir des aménagements de travail, d'avoir des horaires souples, d'avoir des day off à la maison. Ils sont extrêmement en attente d'avoir la possibilité de se former et d'apprendre. Ils sont extrêmement versatiles, donc leur fidélité à l'employeur est quand même beaucoup plus faible, et surtout ils sont, encore une fois, ils sont sur un moment économique où ils ont beaucoup d'offres d'emploi, donc ils ont la capacité non seulement de choisir, mais ils ont la capacité en fait de changer d'employeur, comme on change de mouchoir, donc de changer d'employeur et de considérer chaque emploi comme un projet. Donc en fait, c'est vraiment une énorme disruption en cours, et ça rend la chose très très compliquée pour les entreprises en fait pour recruter ce capital de millénial, puisque ils sont très difficiles à manager et il est difficile de les garder en fait. Les acquérir c'est déjà compliqué, mais un autre problème c'est de les garder. Ensuite, Diana se manifeste des tendances assez nouvelles qu'on n'a pas qu'en Russie, qu'on a en Occident, en Amérique notamment, c'est ce qu'on appelle le ghosting. Donc le ghosting, ça c'est vraiment apparu assez récemment en Russie, ça s'est développé cette année, l'année précédente, mais c'est vraiment récent et c'est en pleine explosion. C'est que on constate que les candidats de plus en plus ont vraiment besoin d'avoir de la part de l'entreprise ou de l'agence une approche extrêmement customisée, personnalisée, séduisante, intuitive, attirante pour venir aux entretiens. Donc on a vraiment des cas de ghosting absolument incroyables. Alors c'est plutôt chez les millennials, mais pas seulement. On a des candidats sur des postes industriels qui sont sursollicités, comme s'ils ont des compétences rares, et ils disparaissent à tout moment. Ils disparaissent avant l'entretien, ils disparaissent avant l'entretien avec le client. Donc on a des candidats qui s'évaporent, qui ne répondent plus aux emails, qui ne répondent plus aux employeurs, qui ne répondent plus aux messages, et ils disparaissent. Et le plus incroyable, c'est que ils réapparaissent. C'est qu'en fait, ils ont disparu en cours de process, ils ont arrêté la communication, ils sont switchés sur autre chose, et ils réapparaissent 2-3 mois après en disant non, j'étais pas sur un projet, j'étais occupé. Donc on fait vraiment face à ça, et ça c'est nouveau, c'est des cas de ghosting russe. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser sur le marché. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, qui est nouveau et qui rend encore plus dur l'acquisition. Puis une fois que le candidat réapparaît, la confiance est quand même un peu rompue. Voilà, donc on constate aussi par exemple qu'il y a une grande tendance sur les contre-offres. On a énormément de candidats qui, beaucoup plus qu'avant, en fait, viennent à des processus de recrutement, les mènent jusqu'au bout, reçoivent des offres et après se servent de l'offre pour repartir chez leur employeur en disant voilà, on me propose 15% de plus chez un tel ou telle entreprise, je préfère rester, comment on fait? Et généralement, comme c'est devenu de plus en plus compliqué de trouver des gens et de remplacer un employé qui part, l'entreprise donne suite. Donc en fait, le candidat se permet de mener un processus pour avoir une contre-offre, et en fait il s'en sert uniquement pour pouvoir se faire augmenter dans son actuelle entreprise ou pour pouvoir avoir une autre position. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est extrêmement développé. Enfin, pour ce qui est de la Russie, et là je pense que la Russie est vraiment totalement différente de beaucoup de pays ouest européens, c'est les méthodes de communication. Les Russes, les candidats russes sont technophiles. Les Russes aiment la technique. Ils aiment les outils, ils aiment les gadgets, mais ils sont extrêmement messagerie. Donc ils étaient déjà très réseaux sociaux, mais là ils sont encore plus messagerie. Donc par exemple, nous, on fait souvent face maintenant à des candidats qui nous disent qu'ils ne veulent plus lire d'emails. Donc ils ne lisent plus leurs emails, ça les intéresse pas. Donc ils souhaitent que la relation, toute la communication, de l'approche à la discussion, à la présentation du projet, de l'offre d'emploi jusqu'à l'entretien, tout soit fait par WhatsApp. Donc ça, c'est vraiment un mode opératoire disruptant et neuf pour les recruteurs in-house ou pour les agences, c'est qu'en fait, on est obligé de traiter avec des candidats par WhatsApp.
ce qui est assez fatigant et difficile. Mais voilà, ils ont vraiment cette culture WhatsApp. Et ça donne lieu à des moments assez marrants, je dis marrant entre guillemets, où on a vraiment, avec les jeunes Russes, comme on peut le voir sur cet échange, alors ça, c'était une candidate russe qui avait postulé pour un poste à Saint-Pétersbourg, je l'ai approché un peu en français, un peu en anglais par WhatsApp, et elle a répondu que non, elle avait déjà changé d'avis après une semaine et qu'elle était partie en Europe, mais qu'elle était intéressée par travailler au siège de l'entreprise en Europe, bien sûr, et que en fait, voilà, j'ai pas donné suite parce que Adsal, on a quand même une culture de travail qui fait qu'on cautionne beaucoup l'écrit, donc j'ai réembrayé sur l'email en lui disant bon voilà, vous avez postulé, non ça se fera pas, on n'a pas de poste pour vous en Europe, nous gardons votre sélection. Message de communication. Et elle, ayant lu ou pas l'email, peu importe, me relance 10 jours après en me disant nous i. Alors nous i, ça se traduira en français par bon et alors on en est où donc voilà le code de communication d'une milléniale de 24 ans qui avec un recruteur âgé et sérieux comme les recruteurs d'Adsal. Il est dénué de bonjour, au revoir. Donc voilà, la communication par WhatsApp, elle est extrêmement hachée. Les candidats peuvent communiquer, cesser de communiquer, reprendre. Il n'y a pas de code. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'habituer et il faut pour les recruteurs être extrêmement agile, oui, agile, réactif et bien arriver à comprendre, lire entre les lignes en fait. Est-ce que ça t'est arrivé que les candidats t'ont écrit, par exemple, au milieu de la nuit, le week-end? Oui, ça aussi c'est quelque chose. Alors, on va dire qu'à Moscou, on est quand même beaucoup moins conservateur qu'en France sur la notion de week-end et de soirée, puisqu'on travaille plus tard, on travaille plus, on passe plus d'heures au travail, que le week-end tout marche. Bon, je crois que l'agence Adsal est fermée le dimanche, mais voilà. Donc, oui, il y a des candidats qui nous écrivent samedi soir. Dimanche matin. Autre cas incroyable c'est même plus une milléniale, mais c'est une jeune juriste trilingue francophone qu'on avait recrutée pour une agence de juridique française qui est installée en Russie. Et voilà, on a tout un processus assez compliqué puisqu'elle était extrêmement motivée, smart, apte, tout allait bien et voilà, mais beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, etc. Bon, le processus arrive à bout, on arrive à une offre de recrutement, enfin une offre d'embauche, pardon. Elle signe son offre vendredi midi, et puis dimanche matin, elle m'appelle au portable. Puis elle me dit non, mais peut-être qu'on pourrait renégocier ça. J'ai pensé à ça, etc. Donc oui, ils sont extrêmement dans la communication par la messagerie, et sans prendre en compte peut-être comme c'est à distance et que c'est pas écrit, que c'est un peu intrusif, mais pas trop, on en oublie le cadre, on va dire, pas légal, mais le cadre d'horaire de travail, etc. Donc effectivement, c'est à la fois très chronophage, à la fois très sollicitant, à la fois faut répondre, puisqu'ils ont d'autres offres, donc il faut garder la main, il faut savoir répondre vite. Donc il y a vraiment des modes opératoires des jeunes candidats russes aujourd'hui qui diffèrent beaucoup du mode opératoire des candidats européens. C'est pour ça que c'est différent le recrutement en Russie / surtout à Moscou maintenant du recrutement en Europe. Alors Alexandre, et quelles sont les solutions pour les entreprises dans ce cas-là? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a de la méthode, des process et du réalisme. Tout d'abord, je crois que la première chose, c'est de bien comprendre que en Russie, on est en Russie, à Moscou, on est à Moscou, et on n'est pas comme ailleurs dans le monde. Il faut faire avec ce qu'est la réalité russe aujourd'hui. Elle est extrêmement différente de ce qu'on perçoit de l'étranger, elle est extrêmement différente de ce qu'on ressent de l'étranger et de ce que les canaux de communication traditionnels, professionnels ou pas, médiatiques, donnent sur l'image du pays, surtout à Moscou Centre, qui vraiment diffère du reste. Ensuite, je crois que la principale chose, c'est de comprendre que le processus de recrutement n'est plus une action unique, courte, qui va être faite en mode sniper. C'est une action qui va de toute façon être plus compliquée que prévu, et surtout elle va être beaucoup plus longue que prévu. Elle va être plus chaotique. Donc, ça veut dire que quand l'entreprise rentre dans une stratégie ou un besoin d'acquisition de personnel, il faut tendre l'élastique très en amont. Il faut préparer des plans B, et il faut toujours être prêt à ce que ça soit plus long que prévu et plus incertain. Les candidats russes sont incertains. Chose importante,
il faut nouer, je pense pour les entreprises, il faut sécuriser en interne au maximum les positions clés, les positions corps de l'entreprise pour s'assurer que ces gens-là, au minimum, limiter au maximum le risque que ces gens-là ne partent, ni envie de partir ou ne se fassent chasser. Donc ça veut dire bien les traiter, avoir une relation forte avec eux personnelle et mettre sur la table les conditions aussi financières pour les garder. Les conditions financières pour garder les bons et les conditions financières pour acquérir les meilleurs possibles. Je dis les meilleurs possibles parce qu'aujourd'hui sur le marché russe, si vous n'êtes pas leader en pharma, si vous n'êtes pas Google, si vous n'êtes pas un leader en oil and gas, vous n'êtes pas un des employeurs prestigieux du pays, il est plausible que vous n'ayez pas les meilleurs et que vous n'aurez pas les meilleurs. Donc, il faut être prêt à recruter, peut-être pas ce qu'on voudrait, mais ce qu'on peut. Il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut. Pour recruter des bons, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Tout d'abord, il faut en permanence voir des gens pour les postes, il faut en permanence solliciter les recruteurs en interne ou des agences pour en permanence sourcer, screener le marché, avoir des entretiens, comprendre ce qu'il y a dehors sur le marché disponible, voir des gens, commencer à nouer une relation avec un candidat pour l'embaucher dans un an, les avoir en vue, créer des pools de talents potentiels. C'est ça qu'il faut faire. C'est des stratégies qui sont beaucoup plus étalées sur le temps que de commencer à jour J à lancer un recrutement et dire en 30 jours c'est fini. Ça marche de moins en moins. Les choses importantes à faire, c'est de bâtir une marque employeur. L'entreprise aujourd'hui doit être vue comme quelque chose dans lequel on a envie d'être. C'est pas seulement un bureau avec un salaire. Il faut que le manager soit clé, et ça c'est vraiment soit inspiring, soit charismatique. Il faut qu'il puisse apprendre à ses employés. Il faut que l'entreprise ait bâti une marque employeur avec des conditions financières, mais pas seulement. Il faut qu'elle ait une bonne image. Il faut qu'elle sache s'adapter aux besoins des employés. Il faut qu'elle produise du contenu en ligne. Ce contenu va croiser la route d'un potentiel candidat qui ne l'est pas aujourd'hui, qui va s'accrocher, s'enrouler autour de ce contenu, commencer à se fidéliser avec l'entreprise, à s'y intéresser, et c'est là qu'il est en fait transformable en potentiel candidat, puis peut-être pour devenir un employé dans un an et demi. Donc il y a vraiment une grande stratégie de recrutement de marketing à développer, surtout pour les entreprises qui sont pas les gros leaders connus chez qui tout le monde veut travailler. Si on peut pas être Google et qu'on veut quand même des bons candidats, il faut se surpasser, il faut se dépasser. Donc ça c'est vraiment la chose importante. Je pense aussi qu'il faut énormément s'appuyer sur les ressources de recrutement et d'acquisition. Avant, recruter signifiait juste poster des annonces, récupérer quelques CV, staffer des postes. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, on veut des candidats, les entreprises veulent des candidats qui soient bons, au maximum, capables, agiles, capables de s'adapter, de changer de façon de travailler, etc. Ces gens-là, pour les trouver, c'est long. Et le travail d'un recruteur in-house ou d'une agence, c'est ça. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur une agence, il faut donner les mains libres à l'agence, lui laisser du temps, et il faut la faire au maximum sourcer, screener, voir plein de gens. Il faut écouter son feedback, écouter son analyse de marché, il faut se baser sur son ressenti, lui faire confiance sur les risques par profil et sur le fait de se satisfaire d'un profil qui n'est peut-être pas celui qu'on cherchait au début. Donc voilà, il y a toute une dimension beaucoup plus éclatée, beaucoup plus stratégique à mettre en place. Et la chose très importante, c'est que les rythmes ne sont pas les mêmes. Donc c'est beaucoup plus long qu'avant de recruter, mais ça ne veut pas dire que c'est les mêmes rythmes qu'en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le processus de recrutement ici où il faut aller vite parce que le candidat, lui, dans sa tête, il est en mode j'y vais. Et il a d'autres offres. Donc, il y a une course. Pendant que vous réfléchissez, votre concurrent va l'avoir embauché. Et vous l'avez perdu. Il n'y en a peut-être pas d'autres dispo, on relance une recherche. Donc, redouble le temps. Les candidats, aujourd'hui, ne changent plus de travail aussi facilement et aussi rapidement qu'avant. Soit ils arrivent en mode projet chez vous, donc ils resteront 6 mois, c'est pas le but. L'entreprise, part dans certains secteurs, IT ou autres, mais globalement, quand on engage des frais, quand on lance une campagne de recrutement, quand on acquiert quelqu'un, quand on le forme, on veut qu'il reste. Les candidats aujourd'hui ont les moyens, en Russie, pas qu'en Russie, mais en Russie c'est vraiment le cas à Moscou, ils ont les moyens de mettre en concurrence les employeurs. Donc ils regardent qui est l'entreprise, quel est son ADN, quelle est sa marque employeur. Ils mettent tout ça en relation, où elle est située par rapport à chez eux, combien il est payé, quelles sont les perspectives. Et c'est tout ça qui est mis en concurrence. Donc aujourd'hui, c'est un marché de candidats. Les bons
ont des offres, les bons ont les moyens de mettre en concurrence les entreprises. Donc l'entreprise employeur doit se placer en mode de concurrence avec les concurrents et doit se démarquer pour attirer les bons. Une chose très importante, je parlais des timings et de la marque employeur, tout ça rentre dans un processus beaucoup plus large qui est le processus de recrutement. Pour approcher un candidat, l'intéresser, pour engager une relation de communication avec lui d'un bon niveau, pour savoir ne pas le perdre, savoir l'attirer, savoir l'évaluer en entretien, savoir le convaincre, savoir le transformer de candidat à employé. Il faut avoir tout le long de la boucle un processus de recrutement qui soit impeccable, structuré et transparent et intuitif. Donc, il faut donner du plaisir aux candidats. On parle de candidate delight, candidate care, candidate experience, mais c'est vraiment ça. C'est que le candidat doit trouver super le processus de recrutement. Ça doit lui plaire. Parce que c'est la première relation qu'il a avec l'employeur potentiel. Donc, c'est pour ça que nous avons co-lancé à Adsal une formation assez unique qui s'appelle Recrutor. Et en fait, non seulement elle a pour vocation de structurer, optimiser les processus de recrutement dans les entreprises en leur transmettant les meilleures pratiques d'agences d'executive recruiting et d'executive search, mais pas seulement, ça c'est pour les entreprises qui seraient déjà basées ici, mais elle a un autre volet qui est on va dire la formation à la Russie du point de vue du recrutement, la formation aux tendances de recrutement russe, aux tendances comportementales des candidats, la formation sur le recrutement sur des gros bassins type Moscou-Saint-Pétersbourg, la façon d'opérer en province, les méthodes de communication, etc. Donc il y a tout un tas de processus qui sont propres au recrutement en Russie que nous commençons désormais à enseigner. Nous formons en fait des DRH ou des decision makers qui sont à l'étranger pour bien qu'ils puissent calibrer, maîtriser et être conscients des réalités lors de leur processus de recrutement sur la zone en fait. Voilà. Et puis je parlais des agences tout à l'heure, leur rôle en fait aujourd'hui sur un marché à 1% est bien plus complexe et bien plus important qu'il ne l'est dans beaucoup d'autres marchés. Mais on reviendra sur le travail d'une agence de recrutement et qu'est-ce que fait l'agence en réalité sur le marché russe dans une prochaine vidéo. Alexandre, merci beaucoup pour ces informations et vous, chers spectateurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Adsal, la chaîne dédiée à la Russie d'aujourd'hui.